On va pouvoir reprendre la préparation de la campagne du kit d'initiation Donjons et Dragons. Ce sont vraiment deux petits scénarios qu'on va regarder, qui sont plutôt simples dans leur présentation, mais qui peuvent être complexes à maîtriser si jamais on veut se lancer justement dans des conversations, parce que là c'est l'occasion rêvée, ce sont des scénarios qui sont plutôt pas mal pour faire de l'interaction sociale, de la fouille, et qui vont avoir un avantage à offrir des combats variés pour le coup, enfin des combats qui présentent des dangers inhabituels, à savoir des monstres qu'on ne voit pas venir, ou des monstres qui peuvent entre guillemets nous empoisonner, enfin nous contaminer serait plus exact. Donc ça peut être très intéressant. Donc le premier scénario qu'on va voir, c'est le camp des bûcherons. Donc qui tient sur 2 pages, dont, comme on peut le voir, une demi-page de map. Map qui a son utilité. Pour le coup, si on joue un peu avec les cartes, là celle-là elle est indispensable. Si on joue un peu avec les cartes, elle est vraiment, elle a son importance. La mission est d'une simplicité effrayante et sera extrêmement ingrate en termes de récompense. Ça peut être intéressant de voir, d'étudier les réactions de ces joueurs sur ce genre de choses, où effectivement c'est littéralement une aventure où ils n'ont quasiment rien à gagner. L'un des commerçants du village a une livraison à faire à un camp de bûcherons. Il recrute donc pour 100 pièces d'or des gens pour amener cette livraison jusqu'au camp de bûcherons, et les personnages vont littéralement faire un aller-retour dans les bois qui sont assez dangereux. Alors ça c'est assez intéressant, parce que c'est les bois de pas d'hiver, donc c'est des bois magiques, il y a un risque de s'y perdre, il y a des ennemis dangereux dedans, donc ça par contre il y a une étape intéressante là-dedans. L'aventure est prévue pour des personnages de niveau 3, on peut la faire par accident au niveau 2 si on a été un peu radin en XP en tant qu'MJ. Des personnages de niveau 2 peuvent la faire. Par contre, à passer niveau 4, là, c'est une promenade de santé, il n'y a strictement aucun danger sur celle-là. Cependant, il y a un point qui est intéressant, donc ça je reviendrai plus tard par la suite, mais c'est une information qui a déjà son importance et qu'il faut se graver dans la tête dès maintenant. En fait, il y a un site spécial dans les boîtes pas d'hiver, qui est une quête destinée à des personnages de niveau 6. Donc les personnages de niveau 4 ou 5, ils ont une chance de survie s'ils gèrent bien, mais le strum de fin de cette quête est vraiment très très fort, et par conséquent, il y a de bonnes chances que votre groupe se fasse laminer si jamais il s'y retrouve par accident. À chaque fois qu'on se promène dans les boîtes pas d'hiver, il y a une chance qu'on arrive là-bas. Donc moi ce que je conseille de faire, c'est d'attendre que les personnages aient un certain niveau avant de vérifier s'ils y vont pas, parce que vraiment c'est très dangereux comme mission. Techniquement parlant, c'est limite aussi dangereux que le dernier boss de la campagne, cet endroit-là, donc il faut que les personnages soient prêts à y aller. Mais par contre, s'ils font tardivement la mission du camp des bûcherons, sur le chemin du retour du camp des bûcherons, on peut mettre en automatique le fait de tomber sur le cercle du tonnerre. Ça peut être une idée intéressante. En y allant, c'est un peu con, parce que du coup, ça va légèrement annuler la mission du camp des bûcherons, mais par contre, en revenant, ça peut être intéressant. Ça, c'est une petite note à part. Donc, en fait, ce qui se passe, au moment où les PJ arrivent, donc là, il y a un peu l'effet, bon, bah, ça va être la cata sur cata sur cata. En gros, le campement de bûcherons a été attaqué. Très clairement, il n'y a plus personne sur place. Il n'y a aucune trace. Et pourtant, si les PJ fouillent un peu, ils vont se rendre compte qu'il y a eu un affrontement assez sévère, que les corps des humanoïdes qui étaient présents ont été entraînés sous terre. Malheureusement, des choses qui ont entraîné les humanoïdes sous terre ont rebouché leur tunnel, ou plus exactement l'ont fait s'effondrer sur leur chemin. Si donc, avant de voir quelque danger que ce soit, votre groupe d'aventuriers tombe sur cette information, ils peuvent se mettre à paniquer un peu. C'est-à-dire qu'il y a des créatures qui sont capables d'emmener leurs adversaires dans les entrailles de la Terre, un endroit où la plupart des victimes ne sont pas à l'aise à l'idée de se battre. Donc, le campement est désert, en dehors de une chose, Tibor Vester, donc le demi-frère du bourgmestre, qui s'est enfermé comme un gros lâche dans son bureau pendant l'attaque, et qui depuis il reste enfermé. C'est la seule créature intelligente présente dans les environs. Dans le campement, dans un bâtiment en ruine, il y a un totem qui a été dissimulé. Ce totem sert à attirer les ennuis sur le camp de bûcherons. Tant que le totem sera présent, les monstres continueront d'attaquer le campement. Pour sécuriser le campement, il faut détruire le totem. Ensuite, le campement est
en proie à des attaques de Ankeg, donc des insectes géants de la taille d'un cheval, si je me souviens bien, des espèces de gigantesques fourmis. Alors les Ankeg sont assez dangereux, ils surgissent du sol à un endroit qu'on n'a pas franchement tendance à surveiller quand on se promène pour la première fois dans un camp de bûcherons, et techniquement parlant, sont des monstres très costauds, hein, pour niveau 3, c'est effectivement approprié. L'Ankeg ayant la possibilité d'infliger 3d6 plus 3 points de dégâts sur une morsure. Et si l'Ankeg réussit à mordre, il peut agripper son adversaire, ce qui fait qu'après il est beaucoup plus facile pour l'Ankeg de continuer à le démolir. Donc ça c'est un premier point d'ennui. Et en plus ils sont capables de cracher de l'acide sur une grande ligne, qui va donc faire des dégâts à tout ce qui se trouve sur le chemin de l'acide. Et donc on a affaire à des monstres qui peuvent surgir du sol, qui ont une morsure qui peut agripper et qui leur permet de maintenir leur adversaire, et ils sont capables de gerber de l'acide. Moi, Cruel, ce qui se passe quand un PJ passe attaque sournoise, il est mordu, il se fait agripper, il n'arrive pas à se débattre, il se fait déverser des flots d'acide au visage. Ça met un personnage hors d'état de nuire en un round. Ça peut permettre en fait de semer la panique. Alors là, sur une attaque comme ça, faut éviter de tuer le personnage, mais au contraire que sa survie devienne l'enjeu du combat. Mais c'est une possibilité de faire ça, c'est-à-dire vraiment frapper brutalement et sournoisement l'adversaire et l'anéantir le plus rapidement possible. La carte est très importante car en fait si on utilise la carte il faut bien prendre en note qu'il y a des endroits où les Ankeg sont dissimulés et si les personnages marchent dessus, les Ankeg attaquent. Si le MJ n'utilise pas la carte, il faut juste retenir qu'il y a dans l'un des deux campements est cerné par les Ankeg et que si les PJ s'y attardent, les Ankeg vont surgir du sol et les attaquer. Ça peut permettre de mettre un peu d'ambiance. Maintenant, le scénario est-il intéressant à jouer? En termes de combat, ça va être intéressant de voir comment vos joueurs et joueuses vont réagir à une attaque brutale, sournoise et particulièrement violente. À ce niveau-là, ça peut les préparer au combat contre les dragons. Contre le dragon, puisque justement ce sont des créatures qui ont un souffle, ce sont des créatures puissantes, ce sont des créatures grandes. La différence c'est qu'elles viennent pas du ciel, elles viennent du sol. En dehors de cette petite variante, on a plus ou moins le même type de danger. Donc ça peut être intéressant qu'eux ils aient ça comme base d'entraînement. Il y a ce côté fouillé mais rien trouvé, bon ça c'est pas très fascinant, honnêtement faut pas perdre trop de temps sur la fouille du village, ça va plus être saoulant qu'autre chose, hein. Il y a rien dans ce campement, quoi, c'est tout. Il y a donc la rencontre avec Tibor qui est un lâche, un égoïste et un sombre connard, néanmoins ça reste une tête à claque, on est vraiment sur un petit PNJ en termes de puissance. Il ne sera pas difficile de le convaincre et de le contraindre de signer le bon de livraison si jamais il commence à saouler les PJ en disant « Ouais, non, mais moi je veux la preuve que vous ayez tout nettoyé, j'ai pas confiance et tout ». Si des PJ s'agacent et commencent à le menacer, compte tenu du personnage qu'il est, ils peuvent le contraindre. Maintenant, une fois de plus, dans le cadre d'une campagne qui serait prolongée, le menacer ou le violenter pourrait avoir des conséquences dans la mesure où c'est le demi-frère du bourgmestre de Phandaline. De même, s'il venait à mourir, il est très probable que le bourgmestre de Phandaline en tienne rigueur au PJ. C'est pour ça qu'il faut faire attention et anticiper que si ce PNJ meurt, il peut y avoir des conséquences par la suite si l'on poursuit la campagne une fois la campagne d'initiation terminée. Après, ce scénario-là est vraiment très court et assez peu intéressant en fait, si ce n'est qu'il sert de bonne introduction au cercle du tonnerre et en fait à ces anachorètes de Talos qui foutent un peu le bordel dans les environs. L'utiliser pour signaler leur présence, voilà, parce que normalement en fait quand les PJ arrivent à proximité, ils repèrent un sanglier qui les regarde bizarrement au loin. Ce sont les anachorètes qui ont mis le totem. S'ils enquêtent un peu, ils vont se rendre compte que les bûcherons ont coupé des arbres qu'ils auraient peut-être pas dû couper. Il y a des signes, mais le scénario en lui-même, en fait,
va les heurter à un PNJ qui va pas être très communicatif, qui va jamais vouloir se remettre en question, et à des monstres qui n'ont strictement aucune intelligence et rien à voir en fait avec ce qu'il se passe, puisque ces monstres sont des Ankeks qui sont attirés par un totem. Donc le seul indice qu'auront les PJ sur ce qui se passe, c'est ce totem. Ça requerrait un gros test de religion pour comprendre d'où vient ce totem. Il faut déjà faire 15 à un test d'intelligence religion pour comprendre que c'est ça qui attire la malchance. On peut compter 20 voire 22 par exemple pour comprendre que ça vient d'un culte dédié à une divinité locale. Donc ça, c'est cette aventure-là, et il n'y a strictement aucune récompense à en tirer. Le campement, il n'y a rien dedans, c'est un camp de bûcherons, donc bon, si vraiment les PJ tiennent à amener un butin, ils vont repartir avec une charrette et 2 haches à couper le bois, quoi, c'est vraiment pas extraordinaire. S'il violente Tibor Wester, bon, il pourrait peut-être lui soutirer quelques pièces d'or, mais derrière, après, il y aurait des conséquences dramatiques pour l'équipe, donc c'est vraiment pas une partie de la campagne qui n'est pas très intéressante, mais c'est un petit scénario qui sert à initier d'autres pistes. Il sert à ça. En interaction sociale, il peut être sympa, mais il reste assez limité dans la mesure où c'est interagir avec un personnage qui est terrifié et qui va penser à une seule chose, à savoir sa survie. Donc c'est pour ça que je le fais les deux en même temps, parce que vraiment pas très intéressant. Bon là, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai vraiment rien d'autre à dire sur cette mission-là, elle est vraiment très simple. Je trouve même, par rapport à ce qu'on en tire, qu'il y a trop de matière de description et tout, parce qu'il y a vraiment rien en fait à cet endroit-là. C'est un campement déserté, attaqué, qui sert de piège à des monstres, quoi. C'est tout. C'est vraiment très très limité dans ce qu'on peut en tirer. Par contre, alors que c'est tout aussi court en termes de contenu, on a l'orteil de pierre qui est beaucoup plus intéressant à maîtriser et à jouer. Mais par contre, il aura peut-être moins d'impact sur la durée, sur la campagne. Donc c'est la mine d'or de l'orteil de pierre. Donc déjà, on va tirer les PJ cupides avec le fait que c'est une mine d'or. Ça marche en général plutôt bien. La partie, elle aussi, se tient sur 2 pages, dont une demi-page de cartes. En termes de contenu offert par le bouquin de base, on a la même quantité, mais par contre, c'est beaucoup plus riche et intéressant à exploiter. Qu'est-ce que c'est la mission ? Pour 100 pièces d'or, il faut escorter un PNJ qui s'appelle Dungeon Raskin jusqu'à la mine de l'orteil de pierre. Une fois qu'il est arrivé sur place, Dungeon remet au PJ un papier qui dit voilà, j'atteste qu'ils ont fini leur mission d'escorte, vous pouvez les payer. Donc à ce niveau-là, on est à peu près sur le même principe que la mission du camp des bûcherons, à savoir faire un aller-retour et faire signer un paplard à un PNJ. En plus, c'est la même somme. En revanche, cette mission-là, elle est adaptée à des personnages de niveau 4 et elle commencera à présenter des facilités pour les personnages de niveau 5 et supérieur. Donc on est sur un cran au-dessus en termes de danger. En termes d'interprétation, ce qui est très cool et qui peut être très amusant à jouer, c'est Dungeon Raskin. Donc Dungeon Raskin, c'est un vétéran orgueilleux et fanfaron. En termes d'interprétation, là, on a un personnage qui a du vécu, qui a de la bouteille, et qui aime raconter son passé. Ils ont mis une petite photo qui est sympathique, là, de ce bonhomme un peu à la Indiana Jones, avec son grand chapeau et sa gueule de vétéran, qui est plutôt sympathique. C'est un PNJ apte à se défendre. Il a quelques capacités pour survivre, il sait se battre, il a de l'armement avec des grosses guillemets quand même, et il est courageux, il fera face au danger. Ça c'est pas mal quand même comme PNJ, on n'a pas souvent des PNJ qui font face au danger. Généralement il se barre en courant au bout de 2 minutes, lui il fera face au danger. Tout à la fin, comme PNJ rencontré, il y a des mineurs nains qui tiennent une sorte de dernier bastion en mode plutôt mourir que d'abandonner la mine, donc vraiment on est dans le nain très cliché qui est une véritable tête de pioche dans tous les sens du terme. Et donc là, une fois de plus, il peut y avoir des interactions sympas avec eux. Alors moi, dans mon cas, ça va être très amusant dans la mesure où j'ai un de mes joueurs qui a une haine absolue des nains. Donc il est possible qu'il tente de faire quelque chose à ces pauvres nains dans la caverne alors qu'ils sont déjà en train de crever de faim. Mais pour un maître du jeu débutant, ça donne un objectif assez simple. Les nains refuseront de partir tant qu'on n'aura pas nettoyé les mines, ils seront en danger, donc par conséquent des figures héroïques une fois de plus essaieront de repousser le danger. Et donc le danger, c'est quoi ? Des ragarous ont envahi la mine. Ça c'est intéressant
puisque ça va amener comme monstre extrêmement redoutable des créatures lycanthropes, des Raggarous, des choses assez mortelles. En plus des Raggarous, ils auront bien sûr une flopée de rats géants. Donc les rats géants, c'est pas vraiment dangereux, mais quand il y en a plein, ça devient emmerdant. En cadeau ultime, il y a également un ver charognard. Là, on est sur une bestiole très dangereuse. Il serait conseillé de la fuir si les PJ ne sont plus en état ou ne se sentent pas de l'affronter. Il est possible, il est prévu dans le scénario qu'on s'enfuit face à elle et qu'on l'enferme pour justement ne pas avoir à lui faire face. Donc c'est quand même assez bien fait à ce niveau-là. Donc ça va être les créatures que l'on va rencontrer. Dans un premier temps, Dungeon Raskin, quand vous arrivez à la mine, vous voyez bien qu'il y a un problème dans la mesure où c'est plutôt désert, ça pue la mort, hein. Et en plus, c'est gardé par des Raggarous. Donc lui qui est venu en tant que chef prospecteur d'une mine pour devenir l'expert local dans le minage, bon, c'est pas les collègues qui l'attendaient, quoi. Donc il va demander très gentiment que le nettoyage de la mine soit fait. Les Raggarous vont ruser, puisque ce sont des créatures très intelligentes, ils vont ruser et essayer de convaincre les PJ qu'ils ne sont pas mal intentionnés. À savoir que c'est un mensonge éhonté. Les rats ont été chassés de leur sanctuaire par les orques, ils sont arrivés là et ils ont décidé que c'était leur nouveau territoire et ils n'en partiront pas, ils ne pourront pas être convaincus d'en partir. Ils vont faire semblant, potentiellement, d'accepter d'en partir si on les aide et tout, mais peu importe ce qu'on fait, ils resteront là. Par conséquent, soit ils arrivent à berner les PJ, soit les PJ flairent le mensonge ou au contraire, ou juste se disent bon en fait c'est des saloperies, il faut qu'ils meurent. Mais dans tous les cas, il va y avoir à un moment donné, donc soit dès la première rencontre, soit plus tard dans la campagne, une confrontation avec les Raggarous. C'est inévitable. Et donc il va falloir interpréter des Raggarous, certains sous leur forme hybride, d'autres sous leur forme humaine. Alors hybride, que dans la lycanthropie, en grosso modo, en fonction des créatures, va y avoir jusqu'à 3 formes, hein. La forme de l'animal, la forme originale et un espèce de mix entre les deux un peu dégueulasse, qu'on va appeler la forme hybride, tout simplement. Donc déjà, on va regarder les monstres, ce qu'ils donnent, et quels sont leurs dangers et leurs points forts. Donc les Raggarous, ils sont assez résistants, mais ils sont pas dangereux en tout seuls, hein, dans la mesure où un personnage de niveau 4 plie un Raggarou assez rapidement. Normalement ils vont être nombreux, donc là ça présente un danger, et surtout ce sont des créatures intelligentes, donc attaquer à 3 contre 1, ils savent faire. Ce qui est en général à leur avantage, et ce sont des humains, donc ils vont savoir repérer le danger que peut représenter un magicien ou ce genre de choses, et par conséquent prendre cet adversaire pour cible en priorité, si c'est lui le plus faible, mais potentiellement le plus destructeur, par exemple. Après, si on regarde, ils ont des immunités assez violentes sur les attaques qui ne sont pas faites par des armes en argent ou qui ne sont pas magiques, ce qui peut être extrêmement agaçant. Ils voient parfaitement dans le noir, quand ils sont dans leur forme de rat bien sûr. Ils comprennent le langage commun, même quand ils sont dans leur forme de rat, même s'ils ne peuvent pas le parler. C'est-à-dire que l'un d'entre eux peut se faire passer pour un rat, suivre le groupe, comprendre tout ce qu'il dit. C'est assez embêtant. Ils sont capables de métamorphose, bien évidemment. Ils ont un excellent odorat, puisqu'ils sont des hommes rats, tout simplement. Ils peuvent effectuer plusieurs attaques par tour. Ils ont des armes qui peuvent être brutales, notamment une arme terrible qui est leur morsure. Et c'est là où il y a un véritable danger pour les PJ, car pour la première fois en fait depuis que j'ai commencé à regarder un peu cette campagne, ils ont affaire à un monstre qui peut leur laisser une séquelle définitive. Quand un humanoïde se fait mordre par un Raggarou, il va devoir réussir un jet de constitution, un jet de sauvegarde de constitution, ou être victime de lycanthropie de Raggarou. Et donc, par conséquent, devenir à son tour un Raggarou, en sachant que ça va engendrer des dégénérescences, que ça va engendrer dans les premiers temps des comportements qu'il ne pourra pas contrôler, et qui vont avoir des conséquences terribles sur le reste de la campagne. Il faut vraiment pas que ça devienne quelque chose de cool. Ça va devenir quelque chose de nuisible pour le PJ. Il faut pas qu'il en tire un avantage immédiat. Sur une campagne longue, si par la suite vous prolongez, si vous avez un personnage qui a été contaminé par la lycanthropie, il pourrait apprendre à la contrôler et en tirer parti. Mais là, c'est une campagne qui se déroule en quelques semaines. Le personnage qui en tombe victime, il n'aura pas le temps de la contrôler. C'est-à-dire qu'au moment où il va se transformer, il va
perdre son contrôle. C'est le rat qui va prendre le contrôle de son personnage et qui va agir potentiellement en présentant un danger pour la communauté où il dort ou ce genre de choses. Ça peut être extrêmement intéressant à développer. Ça pourrait demander l'intervention de clercs de haut niveau pour avoir soit une guérison, soit apprendre à le contrôler, ou rencontrer un mentor qui va lui expliquer comment gérer la lycanthropie. Là, ça peut être un déclencheur d'événements très intéressants pour une campagne qui suivrait la campagne d'introduction, justement avec un personnage qui se retrouve à devoir trouver une solution pour guérir de cette malédiction. Mais pendant la campagne, s'il est contaminé, quand il subit la lycanthropie à cause des phases lunaires ou parce que ça a été déclenché par je ne sais quoi, il faut vraiment que ce soit perçu comme un gigantesque handicap par le PJ. Il faut qu'il souffre de cette maladie car c'est une maladie terrible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conseillerais de le faire. Avec les rats garous, comme je le disais, il y a des rats géants. Eux, ils vont pas avoir autant de facteurs de danger que les rats garous. Néanmoins, ils sont plus forts quand ils sont en nombre. C'est-à-dire que tant qu'ils ont un pote à côté d'eux, ils attaquent en utilisant le dé d'avantage. Même si c'est des petits monstres qui font pas beaucoup de dégâts, si on a 8 qui te tombent dessus et que les 8 ils font une attaque avec avantage, et à un moment donné tu vas t'en prendre une ou deux qui vont faire mal. Et c'est tout l'intérêt du rat géant en fait, ça va être de créer cette marée de créatures pas vraiment nuisibles, hein, mais qui vont épuiser les sorts de zone des mages. Parce que ça a 7 points de vie, donc un mage en fait techniquement parlant il fait un code de feu, il n'y en a plus, mais il a peut-être pas envie de l'utiliser là-dessus. Nous, notre objectif, ça va être qu'il l'utilise là-dessus. Ça, c'est à noter, c'est important. Nuisibles en nombre servent à épuiser les sorts des mages. Concrètement parlant, ils vont pas vraiment avoir d'autre utilité que ça. Hein. Ils présentent pas vraiment de danger pour un guerrier qui va leur marcher dessus, les piétiner à mort. C'est vraiment, en fait, il faut en tuer plein, donc le mage, il a son utilité. Mais après, il a plus de sorts. Et enfin, il y a le monstre le plus dangereux de cette caverne, à savoir le ver charognard. Donc le ver charognard... Là par contre on est sur une bonne grosse saloperie. C'est un sac à PV qui a une vitesse d'escalade importante, qui voit dans le noir bien évidemment, qui a un odorat, qui a l'effet patte d'araignée, donc ça peut tomber du plafond et ça fait la taille d'un cheval, hein, donc on est sur un ver gigantesque, donc on est vraiment sur une bonne horreur. Il peut faire dans un round 3 attaques, 2 coups de tentacules et une morsure. Sa morsure fait pas beaucoup de dégâts et ses tentacules non plus. Néanmoins, ses tentacules font des dégâts empoisonnés. Et si on rate le jet de constitution, on subit l'effet de poison, ce qui est assez ennuyant. Tant qu'on est empoisonné par l'attaque du ver charognard, on est paralysé. On devient une victime très facile, et là d'un seul coup, on se prend 4d4 plus 8 par tour, tant qu'on est paralysé parce qu'on peut pas se défendre, et ça va très vite pour mourir, d'où le danger du ver charognard. Alors heureusement, il est incroyablement stupide, donc il est possible de se servir de cette bêtise pour l'éloigner d'une personne en danger. Voilà, donc ça, c'est les monstres. Le déroulé de la mission est plutôt simple sur le papier. Quand les PJ arrivent, on constate qu'il y a la mine qui a été prise par des rats garous. Dungeon va rapidement faire entendre qu'il souhaiterait ardemment que les rats garous soient neutralisés, dégagés de sa mine et massacrés. Les rats garous, eux, vont dire non mais nous, on s'est fait chasser de chez nous, en fait on n'a jamais voulu venir ici, mais à cause des orques qui nous ont attaqués, on a dû trouver refuge ici. Si vous pouviez nous aider, nous on partirait, hein, vraiment, vous chassez les orques et nous on part, on vous le jure, parole de rat. Ils mentent. Néanmoins, s'il y a un bon jet de bluff de la part des rats et un très mauvais jet de perspicacité de la part des victimes, ça peut amener à une situation intéressante où les PJ vont partir, aller chasser les orques et revenir pour voir Dungeon transformé en rat garou et oups. Ce serait dommage quand même, mais il y a de bonnes chances que ça se produise si les victimes se font berner par les rats garous. Après, on a tout un plan de la mine assez détaillé, avec comme d'habitude hein, toute la description de ce qu'on peut y trouver. À savoir pas grand chose, vu que c'est un camp de mineurs, en fait, ce qu'on va y trouver, ça va être du matériel de minage. Si les PJ fouillent un peu à l'extérieur, ils vont découvrir un cimetière simple, dans lequel ont été enterrés récemment une dizaine de mineurs qui ont été massacrés par les rats garous. Ça peut donner une information quant à la sincérité des rats garous aux victimes, qui vont peut-être se dire « Ah ouais, en fait, c'est peut-être des enfoirés.
faudrait peut-être les neutraliser en fait. Là, une fois de plus, c'est une opportunité pour vos PJ de se prouver héroïques. Ça peut être intéressant. Il n'y a pas vraiment bout de trésor, comme je le disais. En fait, dans la salle principale, là où les Raggarous ont établi leur terrier, en fait, il y a un maigre trésor, mais qui est déjà intéressant, à savoir l'équivalent d'une bonne centaine de pièces d'or, plus un objet magique qui peut être extrêmement utile pour le coup, les lunettes du Nyctalope, donc qui vont permettre à un personnage de plus d'avoir une vision dans l'obscurité. Ça, c'est très intéressant, c'est un objet qui peut être très utile pour la suite. Mais en fait, là, ce qui va être intéressant dans ce scénario-là, ça va être d'une part l'interaction avec les différents PNJ, donc à savoir, si ça se trouve, vos victimes vont regarder Raskin et lui dire, alors nous, on veut bien t'aider, mais en fait, à la base, on t'escorte à une mine, on est payé 100 pièces d'or pour ça, tu nous demandes d'aller affronter des créatures extrêmement dangereuses, t'es gentil, mais on n'est pas du tout assez payé pour ça, qu'est-ce que tu nous proposes? Et donc, là où ça peut être intéressant sur du long terme et difficilement intéressant sur du court terme, en fait, Raskin n'a pas d'argent. Néanmoins, si on prévoit de continuer la campagne, il peut très bien dire au groupe, bah écoutez, là moi je peux rien vous payer, mais par contre, si vous libérez ma mine, moi ce que je peux faire, c'est m'arranger pour que pendant tant de temps, vous receviez un pourcentage de gains, ou que dans tant de temps, une fois que la mine est sous contrôle et qu'elle a redémarré, on vous paye tant à pas d'hiver, je m'y engage sur mon honneur, je vous signe un papier s'il le faut et tout. Ça peut être l'occasion d'une négociation pour poursuivre une campagne qui ferait une récompense supplémentaire une fois la campagne terminée aux joueurs qui se seraient montrés héroïques. Là, c'est vrai que c'est cool pour du long terme. Sur du court terme, il a vraiment pas grand chose à offrir. On peut faire la scène de la promesse et tout, ça y a pas de souci. Mais par contre, concrètement parlant, à la fin de la campagne d'introduction, les victimes n'auront rien tiré de cette aventure autre que les petites pièces trouvées sur le chemin et ils vont peut-être se sentir lésés. Raskin n'a pas franchement de quoi gérer un chantage. Cependant, on peut par exemple envisager qu'il dise quelque chose du genre je vais vous écrire un mot, jusqu'à ce que cette affaire de dragon soit réglée, je prendrai en charge votre hébergement à Phandaline, par exemple. Me débarrasser d'eux et moi, en échange, voilà. Tant qu'on a ce problème de dragon, vous pourrez dormir aux frais de la mine à Phandaline. C'est pas grand chose, mais c'est un truc qui peut motiver des PJ un peu radins. Parce qu'on peut avoir des PJ un peu radins. Alors, est-ce que les lieux ont une description particulièrement intéressante? Non, c'est vraiment on est dans de la mine. Donc des lanternes à huile, une fois de plus. Lanternes à huile, ça peut être des armes redoutables entre les mains de créatures intelligentes, que ce soit des Raggarous ou des PJ. Une lanterne à huile, ça peut être une âme mortelle. À voir si certains ont des réflexes cruels. C'est assez haut de plafond pour que des héros standards puissent s'y battre confortablement, et on n'a pas de particularité architecturale par rapport à l'environnement, des portes secrètes ou pas, ou tout ça, il n'y a pas. On est sur du donjon plutôt simple. On n'a même pas porte-monstre trésor, on a juste porte-monstre. Il n'y a pas de trésor. On est vraiment dans le donjon où, en gros, ce qui va être intéressant, ça va être la négociation. Là, cette aventure-là, il y a l'étape de négociation qui est très intéressante. Si vous jouez le voyage, les conversations entre Dungeon Raskin, qui est un vétéran, et vos personnages qui sont des débutants, ça peut être intéressant. Il peut y avoir une discussion, éventuellement une sorte de complicité. Si vous avez d'ores et déjà prévu de poursuivre par la suite sur votre campagne à vous, une fois que vous aurez fini cette campagne d'introduction, Dungeon Raskin peut donner une piste ou peut donner une recommandation à genre une guilde d'aventuriers, ce genre de choses. C'est un vétéran, donc il a par exemple, il peut par la suite dire ah mais tout ça me rappelle quelque chose que j'ai vu à tel endroit. Si j'avais encore toute ma jeunesse, je pense que je serais allé là-bas. Maintenant, je cherche la tranquillité et tout, mais franchement, il y avait ce temple bizarre là-bas, il y avait ces uluberlus là-bas. Enfin, voilà, il peut donner un indice comme ça qui pourrait créer une piste à étudier par vos victimes, ou alors, ça pourrait être aussi dans le sens de, il y a une conversation, les PJ disent oui, bah nous en fait, une fois que Pas d'hiver sera accessible, on voudrait y aller pour trouver du travail, ou alors on voudrait prendre un bateau, ou un truc comme ça, et là, avoir ce PNJ là qui dit ah bah moi là une fois que tout ça c'est terminé vous revenez me voir, il n'y a pas de souci, je vous fais une lettre de recommandation, vous pourrez aller voir tel ou tel personnage gradé et ainsi avoir accès à ce que vous demandez, parce que si vous me rendez un grand service, il n'y a pas de raison que je vous rende pas service. En fait c'est un personnage qui peut être utile pour la suite dans la mesure où il est vétéran dans ce que sont les PJ, et donc c'est la différence d'intérêt que je vois entre ces deux aventures. C'est qu'il y en a une qui va servir éventuellement à relier à d'autres scénarios, mais qui en soi n'est pas très intéressante, alors que celle-là, elle va pas forcément relier à quoi que ce soit, mais par contre, elle va être très intéressante à jouer. Déjà jouer des Raggarous, ça va être
très drôle en vrai. C'est très marrant de jouer des fiefés menteurs. Parce que si ça se trouve là, ce qui va se passer, c'est que les PJ vont faire ah ouais d'accord, donc si on nettoie la clairière machin là, le sanctuaire de Savras, vous repartez. Donc ok, bah on va faire ça, on vous croit, et du coup ils partent, ils reviennent, Raskin il s'est fait becter, les nains ils sont morts, et quand les Ragaru ils les regardent, ils font non mais en fait on est bien là, et ça peut les apprendre à être plus méfiants des promesses faites par des créatures qui ont littéralement creusé un cimetière à 2 mètres de leur antre. Ça peut être un truc intéressant. Il y a moyen d'exploiter ça et que ce soit très amusant à jouer. C'est à vous de voir comment exploiter la chose. À mon sens, cette aventure-là, elle a un gros potentiel d'amusement derrière. Je vais en faire une autre parce qu'en fait je pensais que ça prendrait plus de temps. Comme ça me fera ça de près en plus. Le ranch... Le nom il déchire. Le ranch de Crâne en beurre. C'est assez intéressant dans la mesure où il y a une notion d'urgence dans l'annonce. Ça peut être cool. Si ça se trouve, ils vont se jeter sur celle-là. J'avais pas fait attention à ça, mais j'avais pas fait gaffe à l'imminence de la chose. Le ranch a été attaqué récemment par des orques. Allez évaluer les dégâts et assister les survivants. Déjà, de base, un certain Alphonse, dit Grantal Calazorn, peut récompenser les PJ s'il est mort, 100 PO pour preuve de son décès. Voilà, donc en fait, il y a un employé du ranch qui s'est enfui pendant l'attaque des orques. Donc lui s'est enfui pour avertir Fandaline de l'attaque terrible subie par ses confrères. Et par conséquent, on ne sait pas dans quel état est le ranch. Petit problème, le ranch est loin, 90 bornes. 90 km, donc l'autre il a cavalé pendant 3 jours pour aller prévenir. Si les PJ vont dans l'autre sens, ça fait encore 3 jours. Il y a une semaine entre l'attaque et l'arrivée la plus rapide qu'auraient pu faire les PJ sur place. En sachant que si ça se trouve, ils ont traîné à faire d'autres missions. Ça se trouve, ça fait 10 jours, on sait pas. Ça va être compliqué. Donc il va y avoir divers objectifs. Donc on est quand même conseillé sur du niveau 3. En PNJ, les personnages font les rencontres suivantes durant leur trajet. Bon, ils vont croiser des chevaux. Il va y avoir des preuves que ces chevaux appartiennent au ranch du Grantal. Donc ça c'est bien. Il y a une vache aussi. Bon, je sais pas si cette information sera utile. On a clairement un charnier quand ils arrivent sur place. Les orques se sont battus, les fermiers se sont défendus vaillamment, enfin les cow-boys se sont défendus vaillamment. Néanmoins, ils se sont fait ruiner la gueule et les orques se sont installés. On compte 3 orques par personnage. Donc on peut être sur une grosse compagnie d'orques. Moi j'ai 5 joueurs, donc ça va me faire 15 orques sur place, c'est costaud. Et ils vont pouvoir rencontrer le Grantal. Il est blessé au moment où les PJ arrivent. On n'en a qu'un seul de PNJ concrètement parlant, vu que visiblement les orques ne communiquent pas dans ce jeu. Donc on a le Grantal, blessé et ligoté quand les PJ arrivent. Il se montre reconnaissant si on l'aide et offre une récompense supplémentaire si on lui ramène sa vache. Point intéressant, parce que ça... Pas dans ce contexte-là, mais dans un contexte de vaguement similaire, ça m'est arrivé. Sur le chemin aller, on décrit au PJ le fait qu'il voit une vache au loin. Il est possible que vous ayez dans votre groupe quelqu'un qui dit non mais attends, mais si on tue la vache, ça nous fait de la bouffe pour plusieurs jours et ça nous coûte rien. Il est possible que vos PJ, par un pragmatisme un peu con, tuent la vache avant même d'arriver au ranch. Auquel cas, va falloir qu'ils réussissent un bon jet de bluff pour rester de marbre quand l'autre leur dit ouais j'aimerais bien que vous alliez me chercher ma vache. Pensez au fait comment réagirait le Grantal s'il se rend compte que les PJ ont tué sa vache ou qu'en fait les PJ se la sont accaparés ou que sais-je. Ou que les PJ refusent de l'aider avec sa vache. Réfléchissez aux réactions qu'il pourrait avoir ce bonhomme. Et après tout, ils viennent de le sauver, donc bon, est-ce qu'il va s'emporter? Ou est-ce qu'il va se résigner? Est-ce qu'il va pleurer? Je vous laisse méditer sur la question, mais voilà. Toujours est-il que Pétunia la vache peut potentiellement être une victime de ce scénario. En trésor, on en a donc concrètement parlant 3 dans la chambre du Grantal. Alors là, ça peut être emmerdant parce que en fait, c'est la récompense que Hal propose d'offrir si on va lui chercher sa vache. Mais dans sa chambre, donc il y aura un objet qui est assez cool, à savoir une cotte de maille en mitral qui fera le bonheur des personnages capables de la porter. C'est plutôt correct comme objet. Dans les bureaux du Grantal, il y a les salaires de ses employés qui viennent de
de décédés. Des personnages qui vont être bons, qui vont avoir des tendances religieuses ou ce genre de choses, vont peut-être vouloir utiliser cet argent pour faire des funérailles des cow-boys décédés, ou qu'on vont assister pour que l'or soit envoyé à leur famille, ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. Mais si vos PJ sont des grosses crevures, bon, voilà, hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez immoral quand même. Soit 65 PO. Ils étaient bien payés les employés. 145 PA et 220 PC. Ça peut être assez marrant de les voir justifier le fait qu'ils aient pris l'or des employés du Grand Hall. Et enfin, moi ce que je considère comme un troisième trésor, en fait, ça va être le potentiel équipement des orques. J'ai pas encore regardé, mais normalement les orques, ils ont tendance à avoir des armes, ce genre de choses. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Ils ont des haches à deux mains et des javelines. Et alors là, on a quelque chose de parfait, parce que 3 fois plus d'orques que de PJ, ce qui veut dire, en moyenne on a 4 joueurs, donc une douzaine d'armes et d'armes disponibles. Ils ont des armures de peau, donc une douzaine d'armures à retoucher. Des PJ qui pensent sur le long terme pourraient se dire, en fait là les armes et tout, si on les ramène au village, les villageois ils auront ils auront un peu de temps pour les retravailler, les retoucher et potentiellement les utiliser pour se défendre face au dragon si celui-ci se pointe au village. Et peut-être qu'ils nous remercieraient si on leur ramène de quoi se défendre et donc espérer une récompense supplémentaire. Moi, récompense supplémentaire que j'autoriserai parce que les villageois sont désespérés et avoir un peu d'armure et des armes supplémentaires, ça peut, ne serait-ce que moralement parlant, les aider à supporter leur situation. Pas forcément, mais ça peut. Juste pour ça, j'autoriserai les PJ à récupérer donc armement des orques. Par contre, après, il faut qu'ils aient de quoi le transporter. Quête annexe, retrouver Pétunia, la vache. C'est une quête annexe un peu poivre, mais c'est rigolo. C'est toujours sympathique. J'ai pas vu qu'il récompensait davantage les PJ si on lui ramenait les chevaux. Personnellement, moi je mettrais 15 PO par cheval retrouvé. Et ramené, bien sûr. Il y en a 3, ça peut faire un petit 45 PO supplémentaire, ça peut être cool. Monstres rencontrés, alors là ça va, c'est plutôt simple, donc ce sont des orques. Particularité, se déplacent en groupe, sont intelligents. Et je ne crois pas avoir grand chose d'autre là-dedans à en dire. Ils n'ont pas fait des orques particulièrement... Si, ils vont avoir cette particularité, fonce à vue sur l'ennemi. En fait, ils ont le droit à une action bonus pour se déplacer vers un ennemi. Donc on lui fonce dessus, il le marre. On a affaire à des monstres qui ont un pattern assez simple de combat. Alors ce qui m'embête, c'est qu'ils ont une intelligence de 7, mais qu'à aucun moment il est noté qu'ils vont négocier. Donc on a vraiment affaire à du monstre moi vois moi tue. Ça peut être changé. Néanmoins, l'objectif de toute façon, à partir du moment où le Grand Hall est retrouvé, ça va être de les massacrer, puisque ça va être la demande du Grand Hall, et que sa demande est plutôt raisonnable dans la mesure où il a déjà tout perdu. On a une fois de plus un petit plan des lieux. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un plan un peu pourri de la ferme, mais après on a un plan exact de bâtiment. Ça, c'est pas mal. L'aventure, là aussi, c'est une petite aventure rapide. Alors c'est, en fait, là, de ce que j'ai constaté, c'est prévu pour des séances de 2 heures chaque aventure. En dehors de, voilà, la très grosse forteresse d'Exholm peut prendre plus longtemps, mais autrement, tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est vraiment de la petite aventure. Donc ça peut être aussi plutôt simple à maîtriser sur son temps de jeu. Des parties de 2 heures, c'est généralement plus facile à caler que des parties de 4, 5, 6, 7 heures. Si vous avez du temps, vous pouvez faire des grosses parties, vous pouvez faire les scénarios 2 par 2. Ou alors faire, on commence au village, on discute un peu, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous avez récupéré la quête, comment vous vous préparez. Ils partent faire leur quête, on fait le trajet, il y a des discussions, ils peuvent voir des petits choses en chemin. Ils arrivent sur place, on fait l'aventure qui, comme je le disais, en général dure 2 heures max, probablement moins pour certaines comme celle-ci. Puis après, on fait le chemin du retour, comment vous rentrez, et arrivé au village, ils racontent ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, tout ça, et on peut faire une grosse séance complète comme ça. À savoir, à chaque fois, je sais pas si je l'ai rappelé depuis la première, mais en fait, à chaque fois que les personnages arrivent sur un lieu, et ça c'est très important, il faut faire un test pour savoir si le dragon est présent. Si on fait l'aller et le retour, ça veut dire qu'on fait 2 G. Un quand ils partent, un quand ils rentrent. Ça peut être intéressant. Est-ce que le dragon est dans les parages? Est-ce qu'il fout le bordel? Ça peut être bon à savoir. Si le dragon se pointe, il va harceler un peu les PJ, ça va donner de la tension supplémentaire, puisqu'en fait, il a l'avantage de dominer l'espace aérien, et par conséquent, il peut venir cracher son souffle de givre et continuer son chemin. Ça peut être une terreur absolue pour les PJ de sortir. Néanmoins, s'ils sont trop terrorisés, ils vont commencer à se dire que sans
pièces d'or, c'est pas assez payé. Donc il faut bien réfléchir à ça. À éviter de trop en abuser, même si les dés disent ouais mais tu le ressors parce qu'il est censé être là, c'est peut-être pas forcément toujours une bonne idée. Voilà. Ça c'est mon avis. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.